Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire du cabinet d'avocats CBA, cabinet Benayoun et Associés. Je me présente, maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Le thème aujourd'hui du webinaire, c'est la fiscalité entre la France et les États-Unis. On va voir les différents principes d'imposition. Alors, pourquoi ce choix? Le cabinet CBA intervient beaucoup dans le cadre de l'expatriation fiscale, mais aussi de l'impatriation fiscale. On a pas mal de sujets avec les États-Unis et que la convention fiscale est assez intéressante et particulière sur certains aspects. Il y a lieu de connaître les mécanismes parce qu'on a un double échelon. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc, il faut savoir que la base des relations fiscales entre la France et les États-Unis est régie par la convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune qui date de 1994, mais qu'on a également, et c'est plutôt rare et donc il faut le souligner, une convention en matière de succession et de donation qui date de 1978. Pourquoi plutôt rare? Parce qu'en dehors des pays de l'Union, la France ne signe quasiment pas de convention fiscale en matière de succession et de donation, ce qui lui permet aussi bien lorsqu'on a un donateur ou un donataire ou dans une succession un ayant droit ou une personne décédée, d'aller attirer et d'imposer la fiscalité française avec ses taux records. Donc, on va en parler. Spécificité des États-Unis, on l'oublie, mais alors en fiscalité, on le voit très, très souvent, c'est que c'est un État fédéral. Donc, la convention fiscale et les dispositions dont je vais vous parler concernent les impôts fédéraux et il est possible qu'on ait dans certains cas des problèmes de double imposition. Donc, il faut faire très attention. Typiquement, les États comme la Floride, le Texas ont une fiscalité plutôt intéressante. À l'inverse, si vous êtes dans l'État de New York, on a une fiscalité plus importante. Et parmi les recordman, on a la Californie. Mes clients qui quittent la France pour aller s'installer en Californie ont quand même la joie de découvrir un impôt supérieur à ce qu'ils avaient l'habitude de payer en France, ce qui peut surprendre. Donc voilà, aux États-Unis, on a 3 catégories d'impôts. L'impôt fédéral, federal tax, l'impôt des collectivités, local tax, c'est souvent en matière immobilière que ça se joue. Et après, l'impôt de l'État, state tax, qui dépend de l'État dans lequel vous vivez. Donc effectivement, la Floride, le Texas et à l'inverse la Californie, on a une très forte fiscalité. À préciser, et ça surprend souvent les Français qui vont vivre aux États-Unis, c'est qu'il peut exister, moi j'ai déjà suivi des contrôles fiscaux d'un État par rapport à un autre, notamment l'État de New York qui vérifiait si la personne qui avait pris sa retraite en Floride passait suffisamment de temps en Floride pour être redevable de la non-imposition en Floride plutôt que de l'imposition dans l'État de New York. Donc, ce qu'il faut retenir en matière de fiscalité aussi, c'est que si vous êtes résident fiscal français, aussi bien la totalité de vos patrimoines ou de vos revenus doivent être déclarés en France, et y compris vos comptes bancaires. Donc, l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder les sujets concernant les personnes physiques entre la France et les États-Unis, et spécifiquement le Français qui va investir aux États-Unis, le Français qui a des revenus de source américaine ou inversement. Alors, on a d'abord des dispositions particulières afférentes à la notion de résidence fiscale. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, on a quand même des particularités en matière de visa d'immigration. Donc, dans la Convention, même si on garde les gros critères que sont ceux du foyer d'habitation, du centre des intérêts économiques et la durée de séjour, on a une disposition qui explique que si un citoyen américain qui a la nationalité américaine ou qui est titulaire de la carte verte est autorisé à séjourner en permanence aux États-Unis,
il sera considéré, de par la Convention, résident fiscal américain au titre de la notion du séjour s'il disposait d'un foyer d'habitation permanent ou de centre de ses intérêts économiques ou vitaux, en d'autres termes. Alors, on ne voit peut-être pas la différence par rapport aux autres conventions de l'OCDE. Il faut aller dans la notion de texte, c'est-à-dire qu'on a vraiment favorisé le résident américain pour considérer qu'il avait une sorte de présomption de résidence fiscale américaine et le titulaire de la carte verte. Je vous rappelle quand même, pour avoir des clients américains en France, qu'il y a une spécificité aux États-Unis, c'est que même lorsque vous n'êtes pas résident américain, mais que vous avez la nationalité, vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux. Exemple, un Américain vient vivre en France, il va déclarer son impôt sur le revenu normal, et puis derrière, il va avoir la fiscalité américaine fédérale qui va jouer, alors avec les dispositions et certaines dispositions de la Convention, bien évidemment, mais il va avoir une imposition, et lorsque le taux est supérieur aux États-Unis, les États-Unis demanderont une contrepartie et donc un complément. C'est très important parce que l'Américain qui ne ferait pas ça, le jour où il retourne aux États-Unis, il pourrait avoir des sujets plutôt compliqués aux États-Unis. On ne rigole pas avec l'administration fiscale. On peut passer très facilement par la case prison. Donc, attention pour les Américains à cette disposition. Encore une fois, les États-Unis, c'est tout sauf un paradis fiscal. Mais c'est surtout le respect des règles fiscales. Si on fait un peu d'actualité en fiscalité, on voit que sous Trump, on a eu quand même une fiscalité qui a été beaucoup plus rigoureuse. Pour faire aussi de la fiscalité des entreprises, en France, par exemple, on a des dispositions concernant l'apport de titres de société à des holdings. Aux États-Unis, l'apport de titres est très compliqué. Il y a une notion de majoritaire. Il faut bien passer en termes d'opération. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fiscalité américaine ne facilite pas obligatoirement ni l'imposition des personnes physiques, ni celle des personnes morales. Alors, premier sujet qui va nous intéresser, puisqu'on va regarder un certain nombre de points où on pourrait avoir des frictions entre de la fiscalité française et de la fiscalité américaine, les revenus de biens immobiliers. On a quand même un certain nombre de personnes, de résidents fiscaux français qui ont investi aux États-Unis, qui sont partis moins pour avoir une résidence secondaire que pour donner en location. Alors, ils ont souvent quelques surprises parce que le marché américain et notamment les taxations en matière d'impôts locaux sont très élevées. Donc, ça surprend un peu. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a un mécanisme dans la Convention sur le crédit d'impôt, et ça ne concerne pas que les biens immobiliers, très intéressant. Donc, la base, vous avez un bien, vous détenez un bien aux États-Unis, vous allez être imposé aux États-Unis sur l'impôt fédéral et l'impôt de l'État. Lorsque vous allez remplir votre déclaration d'impôt française, vous allez bien évidemment informer l'administration de la perception de ces loyers. Néanmoins, vous ne serez pas imposé dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de crédit d'impôt égal à l'impôt français, qui est d'ailleurs particulier et très favorable à la location de biens aux États-Unis. Je m'explique. Vous allez avoir un impôt, par exemple, de 100 aux États-Unis. Si vous déclarez les loyers en France et que vous avez un impôt normalement sur ces loyers de 150, le montant de 100 payé aux États-Unis va annuler les 150 français. Donc, on a une totale neutralité, y compris pour la CSG, pour les contributions sociales. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, attention, on a une règle française, puisqu'en fiscalité, on est quand même novateur. On a quasiment créé tout ce qui existe de bon en fiscalité dans le monde, en commençant par la TVA. On a une règle qui s'appelle la règle du taux effectif global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le montant des loyers du revenu foncier, par exemple américain, net, et puis on va l'intégrer
dans votre imposition française. Et après, on va le supprimer. Alors, pourquoi on va l'intégrer? Parce que ça va permettre de déterminer une tranche d'imposition. Imaginez que vous soyez dans une tranche d'imposition à 30%. Si on rajoute les loyers américains, vous allez être à 41%. Et donc, on va vous imposer à 41% sur la totalité de vos revenus, hors revenus locatifs américains. Donc, c'est un moyen pour l'administration fiscale de surimposer certains revenus tout en disant qu'on ne les a pas taxés. Donc, attention, on a une non-taxation des loyers américains, mais on pourrait avoir une surimposition des autres revenus de source française avec la règle du taux effectif global. Petite précision à ce moment-là de la discussion, aux États-Unis, ils sont très fervents des structures transparentes. Et même lorsque nous, en France, on a des structures du type SAS ou SARL, ils peuvent être amenés à les considérer comme des structures transparentes pour des résidents fiscaux américains. Donc, il faut vraiment faire attention. Et souvent, à mes clients, je dis attention dans le choix de votre expert comptable sur place pour vos déclarations d'impôts. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors, à présent, il y a un certain nombre de cabinets d'expertise comptable franco-américains qui sont sur place, qui ont l'habitude de gérer ça à moindre coût. C'est plutôt intéressant. Concernant les bénéfices des entreprises, donc une entreprise française qui va exercer une activité aux États-Unis ne supporte l'impôt qu'à raison de l'établissement stable qu'elle aurait sur place. Donc, un établissement stable, c'est ni un ordinateur, c'est ni une personne dans un bureau, c'est quand même un regroupement de personnes et de moyens qui vont permettre de réaliser et faire des actes de commerce. Donc, une société française qui va aller démarcher des clients ou aller sur un salon, elle n'a pas d'impôt à payer. Elle n'aura d'impôt à payer que si elle a un établissement stable. Et généralement, ce que je conseille à mes clients, ce n'est pas l'établissement stable, c'est la filiale. Aux États-Unis, ils n'aiment pas du tout l'établissement stable. Concernant les dividendes, alors, on a un principe de retenue à la source égal à 15%. On va dire pour une grande partie des sociétés, on va dire. Et on a ce mécanisme de 15% qui est rabaissé à 5% lorsque la société bénéficiaire effective détient directement au moins 10% et au moins 80% du capital et des droits de vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une personne physique et que vous avez des dividendes versés par une société américaine, vous aurez une retenue à la source de 15%. Si vous êtes une personne morale et que vous avez une filiale aux États-Unis, donc vous avez au moins 80% des droits de vote, et généralement ce sont des filiales à 100%, on a aussi un mécanisme qui ressemble à celui de ce qu'on appelle le régime Murphy en Europe, qui va permettre de réduire l'imposition sur les dividendes. On peut avoir dans certains cas des exonérations de retenue à la source, et lorsqu'on a une double imposition, on le règle toujours par le mécanisme que je vous ai expliqué qui concerne les crédits d'impôt. Donc, les dividendes, on a un mécanisme plutôt classique qu'on retrouve avec beaucoup de pays de l'OCDE sur retenue à la source et différente selon qu'on soit une personne physique ou une personne morale. Alors, comme on a bientôt une élection présidentielle en France, la grande question que nous posent nos clients, c'est souvent de nous dire « mais ce taux, est-ce qu'il ne va pas varier d'ici quelques années ?» Alors, aujourd'hui d'ailleurs, quand je vous dis qu'il est de 15%, en réalité, il est de 12,8% lorsqu'on a des dividendes versés de la France vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que les 15% sont un taux conventionnel et si le taux interne est inférieur, on applique le taux interne. Or, en France, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé et la loi de finances pour 2018, on a une flat tax à 30%. Sauf que dans les 30%, nous avons 17,2% de contribution sociale et 12,8% d'impôt sur le revenu.
Donc, le 15 est aujourd'hui du 12,8. Mais si demain, nous avions quelqu'un qui décidait en France d'augmenter l'impôt et de dire que l'impôt n'est plus de 12,8 mais 30, la retenue à la source resterait de toutes les manières de 15% avec les États-Unis, puisque c'est un taux conventionnel. Il faudrait que la France renonce à la convention et donc demande une renégociation de la convention pour qu'on ait une évolution. Autant dire que c'est quasiment impossible parce que le taux de 15% est celui qui est généralement signé par la France. Alors avec deux exceptions, je vous donnerai l'exception de Singapour qui a un niveau un peu plus bas de 10 et on a une convention qui a été signée maintenant de mémoire il y a 2 ans. Et puis on a les Émirats arabes unis et la fameuse destination de Dubaï où on a un taux de retenue à la source de 0. De toute façon, lorsqu'on est à Dubaï, on a 0 partout, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt société, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, et il n'y a pas non plus de retenue à la source sur les sociétés françaises, ce qui explique qu'ils ont plutôt tendance à investir chez nous, puisque de toutes les manières, quoi qu'ils fassent, ils ne paieront pas d'impôt en France. On passe aux intérêts. Alors, on a une imposition exclusive dans l'état de résidence du bénéficiaire effectif, alors, sauf cas particulier d'une participation, et donc on n'a pas de mécanisme de retenue à la source. C'est important parce que j'ai choisi de commencer par les revenus immobiliers, puis les revenus de capitaux mobiliers, dividendes, intérêts, parce que c'est généralement ce qu'on retrouve le plus fréquemment chez nos clients, chez les Français qui ont des placements immobiliers ou mobiliers aux États-Unis. On a après l'imposition en capital. Alors, on a 2 types d'imposition et de plus-value. Les plus-values immobilières sont imposées uniquement dans l'état de situation des biens. Vous avez un bien aux États-Unis, vous le vendez, c'est aux États-Unis qu'on vous demandera la plus-value. Même chose si ce bien est situé en France pour un résident fiscal américain. C'est plutôt logique, c'est ce qu'on applique généralement. Concernant les autres plus-values, et notamment les plus-values de valeur mobilière, généralement, alors il y a beaucoup d'exceptions, mais on va rester sur la généralité, ils sont imposés dans l'état de résidence du cédant. Concernant les salaires, ce qu'on appelle privés. Alors pourquoi privé? Parce que dans une convention, on distingue aussi les salaires des fonctionnaires, mais ça concerne quand même relativement peu de personnes. Au niveau de l'imposition des États-Unis, elle se fait, des revenus de source américaine, elle se fait aux États-Unis, sauf si on a des personnes qui sont sur des missions temporaires inférieures à 6 mois dans l'année. Et là, on a une typologie un peu particulière. Alors, sur ce point, il faut savoir que généralement, nous, les fiscalistes, on n'aime pas trop la notion de rémunération et de salaire lorsque on parle de retenue à la source en France. Donc, c'est vrai, un Américain qui a des revenus de source française, la situation ne va pas être très, très bonne pour lui parce qu'il va être soumis d'abord à des charges sociales, alors différentes de celles d'un résident, puisqu'il sera comme un impatrié, mais il va aussi avoir un taux d'imposition qui va monter énormément puisqu'il ne bénéficie pas du système du quotient. À l'inverse, aux États-Unis, on peut, selon les États, se trouver dans des situations intéressantes. Et c'est notamment pour ça qu'on fait ce qu'on appelle du split payment. Ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise qui est dirigeant d'une structure française, qui a notamment une filiale aux États-Unis, il peut avoir intérêt à prendre une partie de sa rémunération sur la filiale américaine. Ça fait partie des outils d'optimisation fiscale tout à fait légale et admis à partir du moment où il a de vraies fonctions sur la structure américaine. Concernant l'impôt sur la fortune, alors, aujourd'hui à présent sur un impôt sur la fortune immobilière en France. On a une évolution depuis le 1er janvier 2018. Je vous rappelle que on a une fortune en France qui est constituée de la totalité des biens immobiliers situés dans l'État où le bien se trouve. Donc,
on doit normalement, en France, au regard de l'IFI, déclarer les biens qui se trouvent aux États-Unis. Alors, il peut y avoir des exemptions ou des limitations, mais le principe de base est quand même celui-ci dans l'IFI français. Concernant les biens mobiliers représentant un actif ou un établissement stable, alors on parle notamment de biens immobiliers, puisque ça serait des biens immobiliers détenus indirectement. On va se baser sur le lieu où se trouve le bien immobilier. Le principe, on reste sur les stades résidence. Alors, on a quand même une évolution très importante depuis 2018 et aux États-Unis, il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine puisqu'il est plutôt remplacé par les taxes locales foncières qui sont suffisamment importantes et qui ont un coût souvent supérieur à notre impôt sur la fortune français. Il faut donc retenir un élément de base important, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur pas mal d'impôts, c'est que on a l'imposition qui se fait aux États-Unis, on peut avoir une nouvelle imposition en France, mais elle sera toujours neutralisée par le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est un élément de base et le mécanisme que je vous ai expliqué, c'est-à-dire quel que soit le montant de l'impôt américain, ça annulera l'impôt français, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans toutes les conventions. Généralement, dans les conventions signées par la France, on explique que l'impôt, par exemple, américain de 100 va venir diminuer l'impôt français à hauteur de 100. Sauf que dans le mécanisme entre la France et les États-Unis, l'impôt américain de 100, il va venir annuler l'impôt français, que celui-ci soit de 50 ou de 200. Alors, dernier point, parce qu'on a vu que c'était quand même un peu particulier, il s'agit des successions et donations. Alors nous, il nous arrive d'avoir des successions concernant des biens détenus aux États-Unis ou des opérations aussi sur des donations. Le grand principe, c'est que on va avoir une succession américaine qui va s'ouvrir avec une déclaration qui va se faire. Alors, c'est plutôt compliqué, ça peut durer longtemps et on arrive souvent avec des mécanismes, je dirais, très compliqués parce que lorsqu'en France, on a une succession d'un résident fiscal qui est décédé en France, on a 6 mois pour déposer la déclaration. Donc, ce qu'on fait généralement, on va déclarer le bien américain et puis on va évaluer les droits de succession américaine. Mais on voit généralement que le dossier américain, il ne se clôture pas avant un an et demi au plus tôt. Donc, quand on a l'approximation n'a pas été très, très bonne parce que pour telle et telle raison, on a eu des suppléments d'impôts, on sera obligé de déposer une déclaration de succession rectificative. Les principes, les biens immobiliers sont imposés dans l'État où ils sont situés, donc ça veut dire ouverture des déclarations en France pour un résident fiscal américain qui détient un bien en France et inversement pour un résident fiscal français qui détient un bien aux États-Unis. Les valeurs mobilières, elles, sont normalement imposées dans l'état de résidence. Et là, on a effectivement, contrairement à l'impôt sur le revenu, un mécanisme de crédit d'impôt égal à l'impôt payé. Donc, c'est pour ça que je vous expliquais, dans une succession américaine, si vous avez par exemple payé 100, lorsque vous allez déclarer le bien américain en France et que ça va vous donner un paiement de 150, on aura donc une imposition 150 moins les 100. Donc, là, on n'a pas de neutralité fiscale qui va se faire aux États-Unis. Donc, ce mécanisme est important parce qu'on a un mécanisme de crédit d'impôt différent de ce qu'on trouve dans d'autres pays. Voilà sur les éléments principaux que je voulais vous dire.